Monsieur le recteur, cher Anatoly, mesdames et messieurs, et si vous me le permettez, chers amis, je mesure l'honneur qui m'est fait aujourd'hui de m'exprimer devant vous dans ce prestigieux établissement, héritier d'une longue histoire et symbole de l'excellence universitaire et intellectuelle russe. Je veux vous dire le plaisir qui est le mien d'être ici à Moscou, dans cette ville que j'aime, cette ville qui a une atmosphère envoûtante, Moscou, qui ne ressemble à aucune autre ville au monde. Je suis un passionné de la Russie pour son histoire, d'abord, votre histoire, riche, complexe, tumultueuse, une histoire qui est celle d'un grand pays, d'un grand peuple, qui au fil des siècles a bâti une civilisation à nulle autre pareille, une civilisation qui a contribué à façonner le destin de l'Europe et celui du monde. Je suis un passionné de la Russie pour sa culture. Les plus grands peintres, les plus grands écrivains, les plus grands musiciens. C'est ce que nous avons en commun, nous, les Russes et les Français. Quand on compte dans son panthéon culturel Tolstoï, Dostoïevski et tant d'autres, on ne peut pas être considéré comme un pays comme les autres. Et enfin, je suis passionné par la Russie, pour l'esprit russe. Il y a par-delà la diversité, les oppositions, les drames, il y a, j'en suis persuadé, une âme russe. Cette âme russe qui fait de la Russie une nation unique. La Russie a une identité européenne, c'est incontestable. Mais la Russie n'est pas qu'européenne, parce que la Russie a une part d'elle-même en Asie. Mais la Russie n'est pas asiatique. Certains disent que la Russie est eurasiatique. Moi, je crois que la Russie est tout simplement russe. C'est-à-dire non réductible à aucun autre ensemble de nations. Et c'est un Français qui vous le dit. Et les Français peuvent comprendre cette unicité de la Russie, qui n'est réductible ni à l'Europe ni à l'Asie, parce que la Russie a sa destinée propre, parce que la Russie a sa vocation propre. Ma conviction, et je n'ai jamais changé, c'est que la Russie est indispensable au monde. Sans la Russie, et il faut que vous en soyez convaincus, nous ne pourrons pas relever les grands défis et les immenses crises auxquelles nous sommes confrontés. Oui, le monde a besoin de la Russie. Et ceux qui ont oublié cela, notamment au cours des dernières décennies, quand votre pays se reconstruisait après la terrible expérience totalitaire, ceux qui ont oublié le rôle fondamental de la Russie ont commis une lourde erreur. Cette erreur, la France ne l'a pas commise, parce que la France, comme la Russie, est fière de son histoire, fière de sa culture, fière de son esprit. Mon premier message, c'est
quelles qu'étaient les vicissitudes de l'histoire, quels que soient les points d'accord ou de désaccord entre nous, le peuple russe est un grand peuple, la Russie est un grand pays, et vous, jeunes Russes, vous ne devez pas craindre d'être fiers de votre identité. Avoir une identité, c'est un patrimoine irremplaçable. Cette identité ne doit pas être une source d'agressivité, mais doit être une source de fierté et de confiance en soi. La Russie n'est pas une page blanche, vous êtes les héritiers d'une longue histoire qui vous donne beaucoup de possibilités, des droits, mais qui vous crée également des responsabilités. Dans le respect mutuel, dans la reconnaissance de ce que sont nos deux pays, nous devons travailler main dans la main. Je vais vous dire une deuxième chose. Je suis l'ami de la Russie, je n'ai pas l'intention de changer, cela m'a parfois été reproché, pas ici. Je serai toujours votre ami, mais un ami sincère. Parce qu'un ami n'est pas celui qui dit ce que vous voulez entendre, n'est pas celui qui s'incline, n'est pas celui qui se soumet. Un ami, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les met au service d'un projet. Le projet, c'est l'entente entre nous. Et le véritable ami, c'est celui qui parle franchement. Et c'est donc avec cette exigence de vérité et de franchise que je souhaite vous parler. Je le ferai d'autant plus ici, dans ce lieu chargé d'histoire, qui depuis des décennies donne à la Russie, cher Pierre, ses plus grands diplomates et ses plus grands experts en relations internationales. Je sais que je parle ici devant celles et ceux qui demain auront la charge de faire vivre la relation de la Russie avec le monde. C'est une responsabilité très lourde, car le monde dans lequel vous allez vivre est beaucoup plus complexe, beaucoup plus interdépendant, beaucoup plus instable que le monde que j'ai connu. Mais pour les passionnés que vous êtes, la complexité doit être un élément de la passion. Cette complexité va rendre votre tâche encore plus exaltante. Parmi ces relations, il y aura la relation de la Russie et de l'Europe, et de la relation entre la Russie et la France. Depuis le voyage de Pierre le Grand à travers l'Europe, les relations entre la Russie et l'Europe ont joué pour nos pays un rôle structurant. Il y a eu des moments d'entente très fortes, comme lorsque nos deux peuples se sont battus contre la barbarie nazie, auquel les Russes ont tant contribué. Nous avons connu des moments de tension extrême, comme lors de la guerre froide, qui a figé notre continent en deux camps opposés, prêts à faire parler les armes pendant 40 ans. Nous sommes les héritiers de cette histoire. Le combat commun contre les nazis et ce continent, le nôtre, séparé par un mur, prêt à se faire la guerre. Et 3 décennies après, on se retrouve ici pour parler du futur. À un moment où la relation entre la Russie et l'Europe vient une nouvelle fois de traverser une épreuve dont nous ne sommes pas complètement sortis. Ce n'est pas le lieu de revenir sur les causes, les conséquences et les responsabilités de chacun,
Nul n'a le pouvoir de changer le passé. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'avenir. Et comme à chaque fois qu'il y a entre nous des incompréhensions et des désaccords, il y a deux voies. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Soit on fait la confrontation, soit on fait le dialogue. Soit c'est l'éloignement, soit c'est le rapprochement. Vous savez, par tempérament, je n'ai pas peur de la confrontation. Mais je veux dire aujourd'hui qu'entre nous, il faut choisir le rapprochement et le dialogue. Parce que l'éloignement est une erreur. Les pays ne changent pas d'adresse. Et la France et la Russie ont besoin de travailler ensemble. Dans le monde qui est le nôtre, nous ne devons à aucun prix accepter une nouvelle guerre froide. Une nouvelle guerre froide serait une défaite pour vous et pour nous. Une nouvelle guerre froide n'aurait aucun sens après que tant de gens soient morts pour que vous soyez libres et pour que notre continent européen connaisse la paix. Mais je veux aller plus loin. Isoler la Russie n'a aucun sens. C'est ma conviction. Il faut parler à la Russie. Surtout lorsqu'on n'est pas d'accord avec elle. Parler quand on est d'accord sur tout, c'est sympathique, mais la conversation ne va pas très loin. Je veux insister sur ce point fondamental. Entre la Russie et l'Europe, entre la Russie et la France, le dialogue est indispensable. Quand nous parlons, nous sommes plus efficaces et nous sommes plus intelligents. Ce dialogue, bien sûr, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que ce dialogue exige d'abord le respect mutuel, un effort pour dépasser nos préjugés, un effort pour laisser de côté nos idées toutes faites et nos incompréhensions. J'ai toujours voulu mener avec la Russie ce dialogue lorsque je présidais aux destinées de mon pays. Mes chers amis, croyez-vous que nous étions d'accord sur tout avec le président Medvedev lorsque je suis venu à Moscou en août 2008? Croyez-vous que c'était facile de prendre l'avion pour Moscou 4 jours seulement après l'entrée des troupes russes en Géorgie? Nombreux étaient ceux qui me disaient « N'y va pas, ne t'expose pas ». Il faut que je vous dise, il y a deux conceptions du métier de diplomate. Ceux qui pensent que les diplomates doivent faire semblant de faire quelque chose. Et ceux qui pensent comme moi que les diplomates ont l'obligation de faire quelque chose. Si vous choisissez le métier de diplomate pour faire rien, faites autre chose. Vous allez vous ennuyer. Si vous voulez peser sur les événements, alors vous serez un bon diplomate. On me disait, c'est trop tard pour dialoguer, tu n'arriveras à rien, tu n'aboutiras à rien. Une fois que les Russes ont pris la décision, ils ne cèdent pas. Et je vous donne ma parole que lorsque je suis arrivé à Moscou, je ne savais pas si nous allions parvenir à trouver une solution. Je savais que je devais déjeuner avec Medvedev. Je ne savais pas encore qu'il y aurait Vladimir Poutine aussi. Bon, il faut un bon appétit avec les deux en face. Mais ce que je savais, et je n'ai pas changé, c'est qu'on ne résout pas une crise en faisant des communiqués de presse
Ce que je savais, c'est qu'on ne pouvait pas sortir de la crise sans se parler. Et c'est pour ça que je suis venu à Moscou, pour comprendre. Et je pensais qu'il y avait beaucoup plus de risques à ne pas venir plutôt qu'à venir. Le compromis que nous avons conclu alors n'était sans doute pas parfait. Je le reconnais bien volontiers. Mais quel compromis est parfait? Mais il sauvegardait l'essentiel et il a permis de sortir de l'implacable logique de la confrontation et de l'éloignement. Personne n'a perdu la face. Ni les Russes, ni les Géorgiens, ni l'Europe que je présidais à l'époque. Aujourd'hui, la relation entre l'Europe et la Russie est à nouveau mise à rude épreuve. Et il serait stupide de ne pas le dire. Et il serait insensé de ne pas le reconnaître. L'implacable logique de la confrontation s'est à nouveau enclenchée. Eh bien, le courage, c'est de ne pas céder à la logique de la confrontation et de mettre en place la logique de la coopération et du rapprochement. C'est ça le courage. C'est si facile de rester derrière son château fort, de refuser d'entendre l'autre et de rester les bras ballants devant ce gâchis que représente pour la Russie comme pour l'Europe ce différend. Nos destins sont liés. Je veux vous dire d'ailleurs que je n'ai jamais été de ceux qui craignaient le retour de la Russie sur la scène internationale. Parce que j'ai toujours pensé que le destin de la Russie, c'est d'être une grande puissance mondiale et non pas une puissance régionale, comme j'ai récemment entendu le dire. Quand on regarde l'histoire de votre pays, la puissance de votre culture, la force de la jeunesse russe, c'est un fait. La Russie a vocation à être une puissance mondiale. Et c'est un Français, encore une fois, qui vous le dit, qui a toujours pensé que la politique étrangère de la France avait vocation à l'universalité. Mais quand on est une grande puissance mondiale, mes chers amis, on a des responsabilités qui sont du même niveau, c'est-à-dire mondiales. Être une grande puissance mondiale, c'est plus de charges qu'être une puissance régionale. Quelle vision du monde la Russie veut-elle promouvoir? Est-ce un monde qui privilégierait la force, l'affrontement, l'exclusion? Ou est-ce que la Russie veut un monde qui cherche le respect du droit, le dialogue et la coopération? Quand on n'est pas une puissance mondiale, on n'a pas besoin de se positionner sur ces sujets. Vous êtes une puissance mondiale, donc vous devez vous positionner sur ces sujets. Le dialogue, le respect du droit international, la coopération. Je suis convaincu que dans le monde d'aujourd'hui, le respect du droit international, le choix systématique du dialogue, qui est l'apanage des forts, car les faibles ne dialoguent pas. La recherche permanente de la coopération, c'est la seule voie raisonnable pour la Grande Russie qui a vocation à aider et à participer à la paix du monde. Toute autre voie ne serait conforme ni à votre histoire, ni à votre statut. Mais ce n'est pas un propos de circonstance pour moi. En 1966, ici même à Moscou, en pleine guerre froide, le général de Gaulle proposait la détente, l'entente et la coopération, et il avait une fois de plus raison, et nous étions à l'époque en pleine guerre froide, beaucoup plus difficile encore qu'aujourd'hui. Et je n'oublie pas la bataille menée en commun par la France et la Russie en 2003, lors de l'affaire irakienne, pour plaider avec d'autres, je pense à l'Allemagne, au respect du droit international.
Je ne prétends certainement pas donner de leçons ni ériger qui que ce soit en modèle. Mais je ne crois pas qu'il soit dans l'intérêt d'une grande puissance mondiale comme la Russie de s'engager dans la rhétorique de la confrontation, de privilégier la force ou de mettre en danger l'un des principes fondamentaux du droit international, celui du respect des frontières internationalement reconnues. C'est ma conviction. Elle est parfaitement cohérente avec l'idée que je me fais de la Russie. Et c'est parce que je me fais de la Russie l'idée d'un des plus grands pays du monde que je dis aux plus grands pays du monde, vous ne pouvez pas vous exonérer, et nous ne pouvons pas nous exonérer des responsabilités internationales. Car au fond, quand on est fort et qu'on s'en exonère, cela peut créer de l'incompréhension, de la crainte et de la méfiance. Ce fut une erreur de ne pas traiter la Russie comme la grande puissance qu'elle n'a jamais cessé d'être par-delà les vicissitudes du court terme. Je pense au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique. Mais mes chers amis, cette époque est révolue d'ailleurs. Aurais-je pensé, moi, qu'un jour, je pourrais parler librement dans un amphithéâtre bondé d'une des plus grandes universités de Moscou? Cette époque est révolue. Vous êtes une grande puissance mondiale. Mais comme nous, les Français, vous devez prendre garde, comme nous, les Français, à ce que j'appellerais l'excès de confiance en soi. C'est à ce moment-là qu'on risque de commettre des erreurs. Souvenez-vous, Napoléon, qui croyait sa grande armée invincible en 1811, jusqu'à ceux qui ont cru que le monde était devenu unipolaire il y a 15 ans. C'était la fin de l'histoire. L'excès de confiance en soi n'est jamais positif. Je n'ai jamais sous-estimé la Russie, même lorsqu'elle se débattait dans de terribles difficultés. Parce que je n'ai jamais oublié que la Russie, c'était d'abord la Russie. C'est-à-dire un peuple capable d'incroyables redressements. On vous croit à terre, on vous croit abattu, et tout d'un coup, la Russie se révèle plus forte encore qu'avant. Peu de peuples dans le monde ont donné dans l'histoire des exemples de haut aussi haut et de bas aussi bas que la France et la Russie. S'il y a bien deux peuples qui, de ce point de vue, peuvent se connaître et se comprendre, c'est bien le peuple français et le peuple russe. Alors, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons résoudre les crises qui divisent le monde. Lesquelles? La Syrie. Le mot n'est pas tabou. Je suis de ceux qui ont toujours dit que la Russie était incontournable pour trouver une issue à la crise syrienne. Dès l'été 2012, j'ai appelé une action résolue de la communauté internationale en Syrie. J'étais critiqué, pourtant à l'époque, il y avait une opposition modérée puissante, il n'y avait pas Daesh. Depuis des mois, je plaide pour qu'une coalition des puissances de la région intervienne au sol avec le soutien de la communauté internationale. Car nous savons tous, ici et ailleurs, que les frappes aériennes ne peuvent suffire et ne suffiront pas. Rien n'a été fait. Et c'est d'autant plus regrettable que plusieurs de nos partenaires dans la région y étaient prêts. Personne ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Et notamment, chacun voit bien, il n'y a pas besoin d'être spécialiste comme vous, qu'on ne pourra pas continuer avec deux coalitions parallèles en Syrie. Comme si la situation en Syrie n'était pas déjà assez compliquée qu'il fallait deux coalitions internationales qui ne partagent qu'une partie de leurs objectifs et qui s'affrontent sur les autres. Mais l'enjeu aujourd'hui, mes chers amis, il est simple. Il faut réunir ces deux coalitions
en une seule. C'est la condition d'une victoire militaire sur les barbares de Daesh, et c'est le seul moyen d'aboutir à une solution politique. Une coalition internationale avec la Russie qui joue à l'intérieur un rôle incontournable. La rencontre de Vienne est un premier pas, mais qu'il me soit permis de faire 3 remarques. La première, sur notre objectif commun, quel est-il? Anéantir Daesh? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre objectif? Qui ici viendrait me dire, dans cette Russie qui a porté l'idée de la civilisation au plus haut, qu'on ne doit pas avoir comme objectif d'anéantir Daesh, qui pousse sa folie jusqu'à anéantir toute trace de civilisation dans cet immense pays qu'est la Syrie. Daesh est l'ennemi de tous les acteurs engagés dans le conflit syrien. Mais si Daesh est notre ennemi commun, alors combattre Daesh doit être notre priorité à tous. Et si l'objectif est d'anéantir Daesh, alors il faut s'en donner les moyens. Il faut arrêter de parler dans un sens et de faire dans un autre sens. Cela implique de frapper Daesh et de le frapper en priorité, mais cela implique aussi, mes chers amis, entendez-le, de laisser vivre l'opposition syrienne nationaliste, car c'est une source potentielle de force combattante pour affronter Daesh. On ne peut pas redresser la Syrie sans les Syriens. Si l'objectif est d'engager un dialogue entre les deux coalitions pour préparer une solution politique, alors ce rapprochement et les prémices d'une coopération à venir ne pourront se sceller que dans la lutte contre notre ennemi commun, Daesh. J'ajoute qu'une solution politique en Syrie passera d'abord par une réconciliation des Syriens entre eux, ce qui inclut évidemment les Syriens qui combattent aujourd'hui dans les rangs de l'opposition nationaliste. Il faut donc concentrer les frappes sur Daesh. La deuxième remarque, il existe une autre difficulté à surmonter dans le rapprochement des deux coalitions. Il concerne l'avenir de Bachar el-Assad. Sur ce point, j'ai toujours été très clair. Ma conviction, c'est que quelqu'un qui a sur la conscience la mort de 250 000 de ses compatriotes, 250 000, ne peut pas représenter l'avenir de son pays. À un moment, il devra partir. Car jamais, vous m'entendez bien, jamais la réconciliation syrienne ne pourra se faire autour de lui, compte tenu des 250 000 morts qui avaient une famille. Et jamais les puissances régionales, notamment sunnites, ne pourront s'engager dans un processus dont le seul horizon serait le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad, comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé. Pour autant, aucune solution politique ne sera possible sans un accord avec les éléments du régime actuel et donc du parti Baas. Et au fond, apprenons des erreurs de la communauté internationale hier, et notamment en Irak. Ce fut une erreur en Irak de refuser d'intégrer ou de donner ne serait-ce qu'une perspective à tous ceux qui avaient de près ou de loin travaillé avec le régime. Car à ce moment-là, on crée les conditions d'une guerre civile et on pousse des populations entières dans les bras des islamistes. C'est une chose de dire que Bachar el-Assad n'est pas l'avenir de la Syrie, c'en est une autre que d'exclure les éléments d'un régime qui participeront naturellement à la nécessaire réconciliation nationale de la Syrie. La conséquence, de mon point de vue, c'est donc qu'il ne faut pas attendre que Bachar el-Assad parte pour commencer à discuter avec les éléments du régime. Son départ, je veux dire de Bachar el-Assad, ne doit pas être un prérequis, puisque la discussion a justement vocation, entre autres, à organiser les modalités et les conditions de son départ.
Bien sûr qu'il faudra organiser les élections en Syrie, enfin dans un pays plongé dans le chaos et la guerre, qui s'est déjà vidé de plus de 4 millions de ses habitants et qui compte rien moins que 7 millions de déplacés, il me semble qu'il n'est pas immédiatement possible d'organiser des élections libres crédibles. Enfin, je voudrais vous faire part d'une troisième conviction. Dans cette discussion qui s'engage, l'Europe et la France peuvent apporter une contribution décisive parce que l'histoire qui nous lie à cette région est incontournable. Exclure la France, qui a présidé à la naissance de la Syrie, n'a pas de sens. Nous ne devons pas diviser nos efforts entre l'Europe et la Russie. Il me semble qu'il est important que nous travaillions ensemble, et de ce point de vue, je n'ai pas aimé qu'à Vienne, la France et l'Europe ne soient pas représentées, et je suis heureux des derniers développements qui semblent aller dans le bon sens. Mais ne doutez pas que l'enjeu, c'est de reconstruire la confiance entre l'Europe et la Russie. Et c'est pas normal que nous venions en Russie et que ça crée une telle émotion, alors que ce qui serait anormal, c'est que nous ne venions pas en Russie. C'est donc qu'il y a un problème. Et qu'il faut résoudre ce problème en rapprochant nos points de vue et en recréant de la confiance. Alors, la crise ukrainienne. Mais si c'est pour venir et pour ne pas parler des sujets, ça n'a pas d'intérêt de venir. Et ce qui est passionnant, c'est justement de parler des sujets. Politique, souvent, on écoute, on se dit on n'a pas bien compris. Non, il n'y avait rien à entendre. La crise ukrainienne. Je ne reviendrai pas sur les événements qui sont à l'origine de ce conflit, chacun ici les connaît. Mais je veux vous dire qu'il faut sortir de la crise. Cela passe par la mise en œuvre de l'accord de Minsk. Mise en œuvre dans son intégralité. Ces accords auraient dû être conclus beaucoup plus tôt. Enfin, ils n'en offrent pas moins le seul cadre capable de surmonter cette crise si grave. La Russie doit utiliser toute l'influence qui est la sienne pour faire en sorte que les séparatistes appliquent l'accord. De ce point de vue, le report des élections unilatérales prévues en octobre est une étape majeure qui montre que l'on peut avancer et qu'il n'y a pas besoin de désespérer. Le gouvernement ukrainien doit aussi faire la part qui lui revient. Mes chers amis, la situation est fragile, mais nous sommes sur le bon chemin. Je crois que le moment est venu d'ouvrir des perspectives claires. Des perspectives claires pourquoi ? Pour une levée prochaine, au moins progressive, des sanctions. Les nôtres, comme les vôtres. Si le cessez-le-feu, les gestes d'apaisement et la mise en œuvre de Minsk poursuivent, ne perdons pas la dynamique positive qui est engagée. Il faut définir des mesures précises qui permettront, si elles sont respectées, de commencer à retirer les sanctions qui vous font souffrir et qui nous font souffrir. Je rappelle que l'économie européenne, c'est 8 fois l'économie russe. Nos éleveurs, nos agriculteurs souffrent, la Russie aussi. Et nous avons une chance de tourner la page de ce drame maintenant. Pourquoi attendre ? Au-delà des crises que j'ai évoquées, il faut penser l'avenir. L'avenir, c'est quelle relation voulons-nous pour les 20, 30, 40, 50 prochaines années entre l'Europe et la Russie ? C'est ça le problème. Bien sûr, il y a la Syrie. Bien sûr, il y a l'Ukraine. Mais quelles sont les relations ? Moi, je comprends bien que les États-Unis d'Amérique n'ont pas le même souci des relations avec la Russie que nous. Nous sommes voisins. Nous sommes l'Europe. Vous êtes l'Europe et l'Asie. Vous êtes la Russie. Mais quelles sont les relations que nous allons construire ?
Est-ce qu'on va continuer à osciller entre l'affrontement, la méfiance ou des perspectives illusoires de constituer un ensemble où tout le monde serait intégré si tout le monde se ressemblait? C'est le futur de notre pays, c'est vous qui devrez imaginer cela. Moi, je pense qu'il faut rénover les rapports entre la Russie et l'Europe. Depuis longtemps, je plaide pour la construction entre l'Union européenne et la Russie d'un nouvel et véritable espace économique et humain qu'il y a à inventer d'égal à égal, Russes et Européens, où nous pourrons bâtir dans une relation institutionnelle et en même temps faite de décisions concrètes un nouvel espace où nos intérêts économiques et la possibilité de circuler entre la Russie et l'Europe appartiendront à des règles nouvelles. Alors je sais bien que dire cela au moment où on a du mal à se parler, ça peut sembler utopique, mais j'ai toujours pensé que les grandes crises, au fond, c'était de formidables opportunités. Et vous devez comprendre ça. Quand il n'y a pas de crise, c'est toujours le conservatisme et l'immobilisme qui gagnent. Quand il y a une crise, c'est le seul moment où les forces du changement, pour éviter le précipice, sont en œuvre. Profitons de cette crise pour imaginer le cadre futur de cet espace économique et humain que j'appelle de mes vœux entre la Russie et l'Europe. Ce que nous venons de vivre rend ce processus plus urgent et nécessaire que jamais. Et cet espace économique et humain nous permettrait de coopérer sur l'énergie, sur les infrastructures, sur les relations commerciales, culturelles, sur la circulation des personnes, sur l'échange des étudiants. Non pas de façon exceptionnelle, mais de façon structurelle. Je sais bien qu'il y a une tentation russe de se tourner vers l'Asie. Elle est naturelle parce que la géographie a fait de la Russie le voisin de l'Asie. Mais de la même manière que par la géographie comme par l'histoire, l'Union européenne est attachée à sa dimension euro-atlantique. Nous aussi, nous avons une tradition. Et nous avons des liens du sang avec les États-Unis d'Amérique, du fait des guerres. Mais ce n'est pas exclusif. Vous pouvez avoir des liens avec l'Asie. Nous pouvons avoir des liens avec les États-Unis d'Amérique. Mais enfin, l'Union européenne, c'est le premier partenaire commercial de la Russie. Nous sommes votre premier fournisseur et votre premier client. C'est absurde de vouloir choisir entre l'Asie et l'Europe, comme il serait absurde de devoir choisir pour nous entre le lien atlantique et le lien avec la Russie. Et plus encore parce que la Russie, tout plus profonde d'elle-même, de sa culture et de son identité européenne, mais la Russie, dans son histoire, elle a été forte quand elle a fait l'alliance avec les autres Européens. Et j'aimerais qu'on me dise à quel moment de l'histoire de la Russie, la confrontation entre la Russie et les Européens a été positive pour vous. Jamais. Notre destin, c'est celui-là. Celui de ce lien singulier. Réinventer la relation entre l'Union européenne et la Russie impliquera également de faire de notre voisinage commun un champ de coopération et par pitié, pas un champ de rivalité. La politique de voisinage de l'Union et le partenariat oriental ne doivent plus être vécus comme une agression, mais comme une opportunité de coopération. Je voudrais que disparaissent du vocabulaire international les mots « sphère d'influence ». Oh oui, parce que je sais ce que c'est que les sphères d'influence. Ça veut dire qu'il y en a qui sont moins libres que d'autres. Et les sphères d'influence, c'était la guerre froide. Et la guerre froide, c'est fini. Pour ma part, j'ai toujours été clair. Je suis convaincu que les pays Balkans ont vocation à rejoindre un jour l'Union européenne, s'ils le souhaitent, je l'ai toujours dit.
De même que j'ai toujours été très clair sur le fait que des pays comme l'Ukraine et la Géorgie sont des ponts entre la Russie et l'Europe et qu'ils n'avaient pas vocation à rejoindre une alliance militaire ou à intégrer une union politique. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours pensé, mes amis peuvent en porter témoignage, je n'ai jamais changé. Et je voudrais juste dire un mot là-dessus. Quand on est un pays qui est un pont, prenez la Turquie, c'est un pont entre l'Asie et l'Europe. Si vous intégrez la Turquie à l'Union européenne, vous coupez ce pont d'une de ses rives. Est-ce que vous croyez qu'un pont qui ne va pas de l'autre côté de la rive a une utilité? Elle n'en a aucune. Eh bien, l'Ukraine est un pont entre la Russie et l'Europe. D'ailleurs, une partie non négligeable, peut-être 30, peut-être 35% des Ukrainiens sont des russophones, comme l'on dit. C'est donc un pont. Et je m'en étais expliqué à l'époque, en accord avec la chancelière Merkel, avec le président Bush, lorsque le président Bush voulait que l'Ukraine et la Géorgie intègrent l'OTAN. Je ne voulais pas donner le sentiment à la Russie d'un encerclement. C'est pourquoi je voudrais qu'on abandonne la théorie des sphères d'influence. Alors, et je finirai par là, je pense qu'il va nous falloir rénover également l'architecture de sécurité et de défense de notre continent. Je ne veux pas balayer l'existant. Je pense au Conseil OTAN-Russie. Je pense aux coopérations ponctuelles de défense avec l'Union européenne. Je pense à l'OSCE, seule enceinte qui rassemble sur un pied d'égalité tous les acteurs de ce qu'on appelle la sécurité pan-européenne. Mais enfin, disons les choses comme elles sont, ils sont au point mort aujourd'hui, ces organismes. Ces forums sont utiles. Mais enfin, ils souffrent d'une trop grande dispersion. Ils souffrent de quoi? D'un manque total de cohérence. Et surtout, ils souffrent d'une chose, c'est qu'ils sont trop marqués à mes yeux par le contexte historique dans lequel ils ont vu le jour, la guerre froide, ou ses lendemains immédiats. C'est pas parce qu'une institution existe depuis des décennies qu'on doit la conserver telle qu'elle. On doit conserver le but, l'objectif. Mais on doit faire évoluer ces forums. Et je regrette que la réflexion amorcée il y a 6 ans dans ce domaine n'ait pas abouti. Je suis convaincu qu'il faudra la relancer. Voilà, mes chers amis, j'espère ne pas avoir été trop long. En résumé, je crois dans la Russie. Je pense que l'on doit parler aux dirigeants russes, qui ont quand même fait un travail assez remarquable de modernisation de votre pays. Je crois que nous devons collaborer, Européens et Russes, ensemble, et je pense qu'il faut mettre derrière nous tout le vocabulaire et la rhétorique de la confrontation. J'espère que vous avez compris que pour moi, être avec vous aujourd'hui n'était pas simplement un honneur, c'était également un grand plaisir. Je vous remercie.